Salut Khan McTavish, mais qu'est-ce que je suis allé encore te débusquer, hein. Alors je sais que t'as sûrement hésité à cliquer, hein, parce que les Timucua, il faut avoir envie, quoi. Et pourtant c'est un peuple tellement magnifique. Et quand je dis magnifique, c'est au sens propre. Les hommes, ils sont grands. Alors grands, j'ai pas de ref biblio qui donne une taille chiffrée, mais c'est les Espagnols, quand ils les ont rencontrés, qu'ils les ont trouvés grands. Et les Espagnols, à l'époque, ça dépassait rarement le mètre 70, hein, comme nous d'ailleurs les Français. Hop, stop. On verra ça plus tard, hein. Je t'ai parlé des Espagnols, mais on va d'abord découvrir la culture Timucua avant de parler de la bataille finale. Ils ont la pommade, qui n'était pas forcément un critère de beauté pour les Européens de l'époque. Des cheveux noirs profonds, un peu comme certains Asiatiques aujourd'hui, portés la plupart du temps attachés en hauteur, style un peu catogan, là, tu sais, c'est comme les samouraïs là, pour les hommes. Et je me fais coiffer maintenant, en plus j'en aurais bien besoin, t'as vu ma gueule. Et les femmes, elles les portent longs, très longs, détachés jusqu'à la taille, ou tressés en chignon. Que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants, ils portent tous des bijoux en coquillage ou en paume, des ornements, des plumes colorées et des vêtements en peau d'animaux. Les femmes, elles apprécient particulièrement les perles, dont elles font des colliers qu'elles portent au cou, aux poignets et aux chevilles. Et ils ont aussi des grandes parures là, qui portent d'un côté du corps, alors c'est dur à décrire, je te mets des images, en feuilles de palmier ornées de plumes ou de fourrure selon l'envie, quoi. Les chefs Timucua, eux, ils se différencient des autres en portant aux oreilles des vessies de poissons colorées et gonflées. Sur certaines gravures, comme celle que je te mets là, on voit aussi des guerriers qui portent ce genre de vessie de poisson. Mais seuls les chefs portent une sorte de plaque ronde en cuivre sur la poitrine qui les identifie comme leaders. On voit aussi une queue de raton laveur attachée sur leur pagne à l'arrière, et ça représente la connexion à la nature. Mais ce qui marque encore plus la beauté de ce peuple, c'est les tatouages. Ils sont couverts de tatouages, que ce soit les hommes sur leur musculature sèche ou les femmes sur leur poitrine nue. Nus, ils le sont de toute façon partiellement toute l'année à cause de la chaleur qui est très humide. Pour y avoir été en Floride, c'est costaud. C'est d'ailleurs un trait culturel qui permet aux Européens de justifier un retard d'évolution par rapport à eux. Les tatouages donc, ils sont déjà à l'époque colorés avec principalement du rouge, du bleu ou du noir et sans doute un espèce de nuancier de mélange de ces quatre couleurs, quoi. C'est très beau, ils tatouent même leur visage, mais alors la réalisation, bordel, ça te fait faire un mal de chien. C'est un peu comme les tatouages traditionnels polynésiens en fait, tu perces la peau avec une pointe et ensuite tu frottes de la cendre avec le pigment souhaité. Même les gosses étaient tatoués et le plus ils en avaient, le plus on leur confiait des responsabilités au sein de la tribu. Les motifs allaient du simple au très complexe, jamais de tatouage de personne, plutôt des formes géométriques qui marquent des accomplissements de la vie de l'individu. Pour les Timucua, la beauté est moins primaire que les Européens. Elle intègre des notions d'accomplissement et d'utilité pour la tribu. Le nombre et la complexité des tatouages entrent aussi en ligne de compte. Alors que les Espagnols, eux, ils se contentent de noter les corps nus et musclés, les seins moyens et fermes sur des femmes robustes et capables. Ils utilisaient aussi des peintures, notamment sur leur visage, dans les mêmes couleurs que les tatouages, à visée esthétique, avec plutôt du rouge pour les Timucua de l'intérieur, ceux qui vivent dans les forêts, et plutôt du noir pour ceux qui vivent sur les côtes. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais ça devait vraiment être très éblouissant quand tu tombais au fil d'une longue marche sur un village de Timucua. Sauf qu'en fait, tu tombais pas sur un village Timucua, tu tombais sur un village Saturiwas, Takatakurus, le premier qui m'écrit Takatabro, Potanos ou Utinas. Ouais, je sais, c'est un peu le bordel, tu vois, Timucua c'est plus simple. Tu te souviens de la série des Séminoles? Si tu l'as pas vu, les Timucua c'est un peu un préquel, quoi. Donc là je continue, ça spoil un petit peu les Séminoles et surtout la fin de cette vidéo. Mais les Timucua, c'est un groupe ethnique majeur qui existe en Floride avant la création des Séminoles. C'est une partie de ce peuple qui intégrera les Séminoles. Tu sais, quand je t'en parle dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus, je te parle des vestiges de tribus mineures. Voilà, les Timucua, ils en font partie. Donc les Timucua, c'est une nation de 4 tribus rattachées au groupe linguistique des Timucua. Mais bon, j'aime pas trop parler de groupe linguistique parce que ça fait peur, il y en a beaucoup, c'est pas forcément facile de les rattacher aux tribus et on peut se débrouiller sans en vrai. Ce qui est bien avec cette nation, c'est que comme elle est pas très étendue géographiquement, ils partagent quand même tous une culture commune avec quelques variations qu'on verra après. Alors je dis pas étendue, mais ça représente quand même 5 millions d'hectares. Et sur ce territoire, ils sont entre 200 000 et 900 000 individus. Même si j'ai aussi vu 150 000 après l'arrivée des Espagnols sur certaines sources, quoi. Enfin bon, ça reste énorme en comparaison des Séminoles qui, au plus fort, c'était au mieux dans les 10
1000 quoi. Hein. Je sais pas si tu vois la différence d'ordre de grandeur quand même. En même temps, les Timucua, ils sont là depuis des milliers d'années. Hein. On ne sait pas exactement depuis quand, hein, mais ça fait très très longtemps. Hein. La Floride ne s'appelait pas Floride et il n'y avait pas encore d'orangers ni de chevaux. Avant de te parler de l'origine du nom de la Floride, on continue sur la culture des Timucua. Grâce à ce cher Théodore de Braille, qui s'est inspiré du travail de Jacques Lemoyne, un Frenchie, on a plein de gravures qui nous montrent l'incroyable adaptation des Timucua à leur biotope. On les voit par exemple mettre en œuvre des techniques de chasse permettant d'aller flécher presque à bout portant le cerf en étant recouvert de la peau et de la tête de ces animaux. Ils chassent aussi l'alligator grâce à des canoës et sont d'ailleurs d'excellents nageurs, ce qui est rare pour l'époque. Quand tu vois le nombre de marins européens embarqués sur des bateaux sans savoir nager, c'est un délire. C'est des chasseurs vraiment excellents, capables de pister n'importe quel animal de Floride, proie comme prédateur d'ailleurs. On trouve à leur tableau de chasse la panthère de Floride. Alors je te mets le nom latin là ici, parce que la dernière fois sur une vidéo des Séminoles, on m'a dit qu'il n'y avait pas de panthère en Floride. Alors que si, cette espèce-là qui maintenant est protégée. Il y a le lamantin aussi, une espèce de gros machin très abondant à l'époque, qui est protégé aussi aujourd'hui. Bon, je vais pas te faire tout le bestiaire, mais il y avait aussi des lapins, des dindes, des crocodiles, de l'ours noir, etc., etc. Sans parler de la multitude de serpents, j'en avais parlé dans les Séminoles. Ils avaient une technique de pêche incroyable aussi qui s'appelle Weirs. Alors je suis pas pêcheur, donc j'en sais rien, peut-être que ça existe encore aujourd'hui, mais le truc ça consistait à construire comme des espèces de petites barrières de bois dans les courants de rivière qui permettent de piéger les poissons et de pouvoir les flécher et les harponner facilement. Et comme les Séminoles, ou plutôt les Séminoles comme eux, ils pratiquent l'agriculture. Il y a un petit sujet polémique là aussi, les Premières Nations amérindiennes, on les voit comme des bons humains en totale opposition avec notre société thermonucléaire capitaliste. On a l'impression qu'ils vivent en symbiose avec la nature, avec limite des valeurs écologistes. Mais en fait, non. C'est des humains comme nous, qui exercent une pression sur leur environnement. Et pourquoi je fais mon relou avec ça C'est parce que pour dégager des champs, ils brûlent la forêt. Oh oui, je sais que tu meurs d'envie de m'écrire « Oui, mais brûler la forêt, c'est pas exploiter les enfants pour construire des iPhones en Indonésie. » Alors oui, on est d'accord. On est complètement d'accord, il y a quand même une histoire de proportion. Le fait est qu'il devait quand même parfois y avoir des méga incendies, même si quand même en Floride, c'est plutôt humide, donc avant que ça crame, il en faut quoi. Sur ces champs, ils cultivaient du melon, du maïs, des haricots et 2 fois par an de la courge. Ils avaient un système de conservation des surplus à partager pour gérer un peu le hors-saison et différentes recettes de transformation, comme par exemple du pain à base de racines de kunti. La Floride à l'époque, c'est l'abondance. On trouve de tout partout, des animaux, des fruits, des racines, des herbes médicinales, des fruits à coque. Et les tribus, elles y sont parfaitement adaptées. Il y a des ponts entre les autres ethnies de Floride, du commerce, des échanges et des rivalités aussi, comme partout, mais rien de bien méchant pour l'instant. Les tribus Timucua sont culturellement liées. Mais on distingue quand même 2 grands groupes Timucua, donc les Timucua de l'Est, répartis le long de la côte atlantique, et ceux de l'Ouest, qui vivent dans les forêts. Comme beaucoup de nations amérindiennes, il n'y a pas vraiment de leader central chez les Timucua, mais plutôt une organisation en conseil rassemblant 35 chefferies. Alors une chefferie, c'est quoi C'est un territoire avec à sa tête un chef, ce qui est son représentant quoi. Un territoire, c'est composé de quelques milliers de Timucua éparpillés dans une poignée de villages autour d'un village capital. Les villages, quant à eux, sont plutôt modestes en général, quelques centaines d'occupants pour entre 30 et 200 maisons pour les plus grands. Et certains seront même fortifiés d'une palissade de bois. Les maisons, elles sont très simples et elles dépassent rarement 6 mètres de large. Elles sont constituées d'une poutre centrale sur laquelle on fixe des feuilles de palmier et les murs sont faits en vigne tressée. Il y a un trou au milieu du toit pour évacuer la fumée du foyer qui ne sert finalement qu'au chauffage. Alors pourquoi uniquement au chauffage Parce que les Timucua, ils cuisinent ensemble et ils mangent ensemble chaque jour sur la place principale. C'est un lieu d'échange, de rencontre, de rire et de partage. Donc en fait la maison c'est grosso modo une grosse chambre quoi. Au sein de chaque village, des cérémonies ponctuent la vie des habitants. Elles sont organisées à proximité ou dans la maison du conseil qui est un peu plus grande que les autres quoi.
On va parler un peu des coutumes des Timucua. Alors déjà, comme pour les Séminoles, hein, c'est une culture matrilinéaire, c'est-à-dire que l'enfant porte le nom de sa mère, de son clan quoi, et les femmes en général, elles ont une très grande importance. Elles gèrent la transmission de la culture aux jeunes générations, elles récoltent et cultivent les champs, pratiquent la cueillette. Jusqu'ici, c'est comme pour les Mohicans. C'est aussi elles qui préparent la nourriture, dont d'excellents bouillons, enfin je dis excellent, j'ai jamais goûté, hein. Je sais pas quel goût ça a, mais ça a l'air très très bon, dans lesquels elles mettent plusieurs sortes de viande, des noix et des herbes. Elles font aussi de la poterie qui est utilisée pour la cuisine et des paniers en jonc qu'elles exploitent au quotidien et échangent avec d'autres tribus. Franchement, elles font tellement de trucs que ça se demandait ce que foutent les hommes, sans déconner. Parce qu'à un moment donné, le traditionnel chasse et défense du territoire, ça va. Et les hommes, ils fabriquent des canoës en creusant directement dans des troncs, hein, à l'aide de petits feux maîtrisés. Et on peut dire qu'un arbre égale un canoë, quoi. Ils transportent ensuite les surplus de production dans toute la Floride grâce aux autoroutes aquatiques, parce que c'est un territoire qui est quand même très plat et extrêmement humide. Regarde un peu la carte que je te mets là, tu vas halluciner. Les hommes sont aussi les initiateurs des différentes pratiques religieuses. Ils croyaient en l'esprit de la nature personnifié dans toute chose, la lune, le soleil, les animaux, les lacs aussi. Ils leur adressent des prières et des offrandes pour s'attirer leur bonne grâce et garantir par exemple une bonne pêche dont ils laisseront des poissons fumés à leur intention par exemple. Ils ont une tradition avant chaque nouvelle plantation qui consiste à partager une sorte de porridge accompagné de prières pour demander des récoltes abondantes. Mais la pratique la plus fascinante, je trouve, c'est de siffler face aux éléments déchaînés. Comme la nature, elle incarne un esprit supérieur, il est possible de communiquer avec elle, et le sifflement est un moyen pour les Timucua d'apaiser les cours d'eau tumultueux, ou encore de réduire la dangerosité des tempêtes et des ouragans. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, il n'y a pas de tempête ni d'ouragan. Je ne sais pas par contre s'ils ont un interdit la nuit, comme pour d'autres cultures. Chez les autochtones hawaïens, par exemple, le sifflement nocturne, il invoque les Ukaipo, qui sont des guerriers morts à la guerre et qui n'ont pas reçu une sépulture correcte. Au Mexique, on a un peu le même genre de croyance, mais ça s'appelle lechuza et c'est une immonde sorcière qui peut se transformer en hibou. Chez les Navajos, le sifflement nocturne, il invoque le stekini, qui est une espèce de créature mi-humaine, mi-chouette, qui est assez effrayante en vrai. J'ai plein de trucs à te dire encore sur les cérémonies et les rituels, mais bon, j'ai vraiment peur d'être chiant quoi. Bon, je continue, tu me diras dans les commentaires si c'était trop quoi. Comme beaucoup d'autres tribus, les sacrifices d'animaux étaient pratiqués pour honorer les esprits. Le feu étant un élément central des cérémonies et des danses, il incarne littéralement la présence du soleil parmi les Timucua. Alors je t'ai parlé du porridge rituel tout à l'heure, mais c'est pas le seul aliment qui était consommé dans ce type de célébration. Un thé appelé cassina fait à partir de feuilles de yopon. Alors là tu connais pas normalement, mais si je te dis Ilex vomitoria, ça te fait penser à quoi? Alors ouais, ça te fait penser à Séminole si tu as vu la série des Séminoles, vomi si tu l'as pas suivi. Dans les deux cas, tu as raison. Le yopon, c'est une sorte de cousin éloigné du maté. Ça contient énormément de caféine. Dans le cadre du cassina, c'était préparé et versé dans une coquille d'escargot de mer. Le Sinistrophulgur perversum. Les noms, je te jure, c'est un truc de fou. Mais le cassina, même si ça peut faire vomir, c'est rien. Les enfants, ils sont autorisés à le boire, il n'y a pas de problème. Par contre, la black drink, c'est un autre délire. C'est une boisson tellement bouillie qu'elle est noire. Il y a aussi du yopon dedans, mais à des doses démentielles et surtout d'autres herbes émétiques qui font vomir quoi. Je te mets dans les fiches le timecode de l'épisode des Séminoles, alors je sais jamais de quel côté c'est, où je te parle de ses effets sur le corps, c'est juste un truc de dingue. Le rôle de la black drink, consommée presque quotidiennement par les Timucua, c'est la purification de l'esprit et le nettoyage de toutes les maladies. Le chef la consommait en premier, puis les autres, à l'exception des hommes de rang inférieur, des enfants et des femmes. Les Timucua jouaient à beaucoup de jeux sous forme de compétition, sans doute moins violents que le stickball des Séminoles, encore que, il est possible, mais j'ai pas d'infos précises, que des tribus autres que les Timucua se soient rencontrés à l'occasion de matchs amicaux pour renforcer leurs liens ou régler des différends, puisque c'est une pratique qui est restée par la suite. Et pour les amateurs de foot, ils avaient déjà inventé le ballon rond avant 1500, avec de la boue séchée, compactée et enveloppée dans de la peau de daim tissée. D'ailleurs, dans la vidéo sur le scalp, j'aurais pu faire une parenthèse en parlant de cette tradition Timucua qui consiste pour les femmes à couper leurs cheveux très courts en cas de mort de leur mari, avec interdiction de se remarier tant qu'ils n'ont pas repoussé. C'est un peu la durée imposée du deuil quoi. Pour les morts, ils ont d'ailleurs une jolie façon de les honorer en les recouvrant de petits tumulus composés de boue et de coquilles d'huîtres. Le corps étant allongé avec des objets personnels auxquels la personne était attachée dans la vie, comme par exemple, je sais pas moi, de la poterie, des bijoux, etc. quoi, tu vois. Mais cette tradition, elle sera vite interdite après l'arrivée des Espagnols qui imposeront l'enterrement catholique. Parce que oui, c'est eux qui arrivent en premier en Floride.
Juan Ponce de León et son équipage ont passé un mois long et affreux en mer, et par chance, en ce début d'avril 1513, ils voient une terre. Ils accostent et explorent la zone. C'est magnifique, le printemps est tiède et humide et a fait fleurir une quantité astronomique de petites fleurs multicolores. Juan décide alors de s'approprier la zone pour l'Espagne et la baptise Florida, qui veut dire la terre des fleurs en espagnol. On connaît tous cette fameuse date de 1492, Christophe Colomb qui découvre entre autres San Salvador puis Cuba. Et donc on pourrait se dire qu'il initie les voyages d'exploration / colonisation, mais en fait ça m'a bien fait marrer, parce que Ponce de León, il était peut-être en fait à la recherche de la fontaine de Jouvence, rien que ça. En tout cas, en 1513, une fois qu'il est en Floride, c'est bien d'une expédition d'exploration qu'il s'agit, avec des rencontres avec les natifs qui se passent plutôt bien en fait. Il tombe même sur un Indien qui parle espagnol, témoignage d'un contact antérieur à sa visite. Mais comme l'histoire le montrera, toute invasion européenne sur le continent américain commence toujours par une petite gentillette expédition. Et c'est en 1539 que ça commence à chauffer avec le débarquement armé de Hernando de Soto, qui se fait passer ni plus ni moins pour le dieu du soleil et veut de l'or, des richesses, n'importe quoi qui puisse se monnayer en Espagne. Pour arriver à ses fins, il tue des centaines de Timucua, mais ne trouve pas d'or. Bien fait. Mais c'est pas le seul à foutre le bordel en Floride, les Français aussi ont débarqué. Et si t'as vu la vidéo sur le scalp, j'y parle un peu de la stratégie des Français qui est de s'appuyer sur les conflits existants entre tribus pour se faire des alliés. Les Frenchies donc, ils font copain-copain avec les Saturiwas et les Tacatacurus, qui les aident à construire 2 bastions, Charles Fort en 1562 et Fort Caroline en 1564. Les Français troquent bien avec les Timucua, des peignes par exemple, contre de la nourriture. Problème, les petites tensions internations d'ordinaire gérables prennent des proportions énormes quand les Utinas décident eux de soutenir les Espagnols. Il y a donc une espèce de scission de la nation Timucua avec un premier affrontement majeur en 1565. Ce jour-là, aux alentours de 23 h, une tempête tropicale fait rage. La plupart des Français à l'intérieur de Fort Caroline sont prostrés et attendent que ça passe. Il y a bien des rumeurs de débarquement espagnol, plus au sud, mais les dernières semaines sont calmes et a priori pas de mouvement de troupes. Même les sentinelles françaises sont absentes de leur poste d'observation et boivent un coup avec les collègues, en parlant des superbes femmes Timucua qu'ils ont eu la chance de croiser la journée. Seulement voilà, c'est effectivement 500 soldats espagnols qui ont débarqué discrètement pour prendre les Français par surprise. Ils sont probablement aussi épaulés par une centaine de guerriers Utinas. De leur côté, les Français comptent entre 100 et 150 colons dans le fort, pour à peine une cinquantaine de soldats entraînés. Des renforts sont prévus et doivent arriver prochainement. Mais c'est trop tard, l'attaque est lancée. Les Espagnols s'infiltrent discrètement, couverts par le grondement incessant de la tempête. Les Utinas, d'une agilité déconcertante et plus légèrement équipés, tuent les premiers hommes dont les cris sont étouffés par le tonnerre. Contrairement à beaucoup de nations amérindiennes, les Timucua n'utilisent pas de tomahawk, mais plutôt l'arc, la lance et le club. Très rapidement, la plupart des colons sont tués et le peu de soldats capables de riposter ne tiennent pas longtemps face à la disproportion du rapport de force. Tous les Français sont morts, Fort Caroline est aux Espagnols. Alors les Français, ils l'ont mauvaise, mais vraiment, et ils reviennent en 1568 pour se venger. Ce coup-ci, c'est eux qui arrivent avec leurs alliés Saturiwas et Tacatacuru et frappent les Espagnols au Fort Caroline, puis 2 autres forts. Mais finalement, c'est les Espagnols qui l'emportent et dégagent les Français. La Floride est à eux. Une fois encore, comme l'histoire le montrera, il n'est pas bon d'être un Amérindien dans le camp de l'Européen perdant. Les Tacatacurus vont être décimés par les guerres de représailles et les maladies, suivies des Utinas. Ah oui, les maladies. Eh oui, les maladies. Alors garde bien dans un coin de ta tête que depuis un peu avant Hernando de Soto, chaque année, une ou plusieurs épidémies mortelles dont les Amérindiens n'ont pas d'immunité et rôdent littéralement les villages. Les Espagnols, maîtres de la Floride, peuvent continuer leur projet de maillage de mission catholique entamé en 1565, dont l'objectif est lentement mais sûrement la conversion des Amérindiens à la fois catholiques et l'espagnolisation, alors je ne sais pas si ça se dit ça, de leur culture. Ainsi, ils imposent aux Timucua l'apprentissage de l'espagnol, ils les font travailler pour qu'ils construisent des bâtiments, d'autres missions, des villages et des routes. Ils les forcent à labourer les champs à tel point que les Espagnols, ils en deviennent carrément dépendants de cette main-d'œuvre. Ils les enrôlent de force dans l'armée ou comme servants dans les maisons. Et en contrepartie, une petite contrepartie, tu me diras, ils découvrent les figues, les oranges, les pêches et ils apprennent même à élever les porcs et les poules. Ce sevrage forcé, il s'appelle encomienda. C'est un système mis en place dans les colonies espagnoles pour récompenser les conquistadors par le travail forcé des peuples autochtones conquis.
Mais attention, hein, ce n'est pas de l'esclavage. Non, non, non. La monarchie espagnole, elle l'interdit en 1542 dans le code juridique pour les Amériques qui bannissait l'asservissement des Amérindiens. Mais dans les faits, loin des yeux, loin du cœur, hein, les gens dans les colonies, ils faisaient bien ce qu'ils voulaient. Hein. C'est très résumé là, hein, sur l'encomienda, il y a beaucoup à dire et à expliquer, au moins autant que sur l'ambiguïté espagnole vis-à-vis du traitement des autochtones, puis plus tard des Noirs. Hein. Mais on verra ça dans une autre vidéo si ça t'intéresse, quoi. On est en 1620, hein, les années passent, hein, la population timucua elle décline toujours plus, hein, variole, rougeole, fièvre jaune, c'est tout le tissu social timucua qui s'effondre progressivement. Certains villages sont déserts, la mémoire de la culture elle s'efface petit à petit. Il faut bien se rendre compte hein, que pour qu'une population s'éteigne, non seulement les individus adultes meurent, mais en plus, les naissances ne sont plus suffisantes pour combler ces disparitions. Le pire, c'était cette foutue variole. Hein. Pour se soigner, les Timucua, ils allongeaient le malade sur un brancard en bois surélevé, la tête au-dessus du vide. Juste en dessous de sa tête, ils faisaient un espèce de petit feu et ils jetaient des herbes dedans pour faire une sorte de fumigation pour essayer de traiter la maladie, quoi. Malheureusement, ça n'a pas marché. Hein. En 4 ans, c'est presque les 2/3 de la population Timucua qui disparaît. Sentant la fin approcher, dans un ultime élan d'espoir, les derniers chefs Timucua ils se rassemblent lors d'un conseil secret en 1656. Technologiquement, l'écart entre eux et les Espagnols, il est toujours colossal. Hein. Ils n'ont jamais pu mettre la main sur des armes à feu ou des cuirasses. Mais ils sont chez eux, ce sont leurs terres, les esprits les habitent toujours, leurs ancêtres sont enterrés ici. Alors ils s'entendent sur une coalition de guerriers venus des 4 coins du territoire Timucua. Cette formidable armée marche sur Saint-Augustine, la principale ville espagnole. Ils sont 400 formidables guerriers armés de clubs de guerre, hein, qui sont des grosses masses d'un seul tenant de bois, de javelots, de lances et d'arcs. Leurs ongles sont taillés en forme de pointe, comme des griffes de panthère. Et ils sont vêtus d'ornements, dans les cheveux, de colliers de perles et de peaux d'animaux. Couverts de tatouages et de peintures de guerre en cette belle journée d'été, ils devaient vraiment être majestueux. Ils n'attaquent pas à l'émission, ni les frères catholiques qu'ils croisent en chemin. Les relations qu'ils entretenaient avec eux, elles étaient complexes. Hein. Mais une chose est sûre, les missionnaires, ils se sont intéressés à leur culture. Ils ont même consigné une partie de leur histoire et de leur langage. Leur langage, c'est une langue qui est vieille de plusieurs milliers d'années, qui semble avoir évolué, isolée du reste du monde, hein, tant on ne retrouve pas de similarité avec les autres dialectes. Hein. Bon, je suis plus ou moins trilingue, mais je suis un véritable caramel en ce qui concerne la prononciation, donc je vais faire un effort hein, pour toi. Hein. Soleil, par exemple, ça se disait « Ella » et la lune « Aku ». A priori, il y aurait une espèce d'emphase sur la première syllabe des mots, mais c'est pas certain. Et en plus, là, je l'ai très mal fait, quoi. Hein. Ils avaient cette langue commune, mais aussi toutes sortes de dialectes, hein, avec les mêmes mots prononcés parfois complètement différemment. Bref, retour à notre offensive. Ils arrivent sur une grande plaine, au fond de laquelle une armée espagnole en ordre de bataille les attend. Alors, j'ai pas d'infos sur cette bataille, hein, ni sur les effectifs engagés. Je sais seulement qu'elle a eu lieu, donc je te propose ici une reconstitution possible. Mais à prendre avec des pincettes, hein, c'est de la reconstitution, c'est un peu une fiction, hein, attention. Les Timucua, ils sont surpris hein, de voir les Espagnols en carré, des rangées d'arquebuses pointant vers eux. Des canons sont aussi posés au sol, prêts à cracher l'enfer. Le chef de la confédération Timucua pousse un cri de guerre puissant et tous les hommes chargent la ligne espagnole. Aucun soldat arquebuse n'ouvre le feu. La portée n'est pas encore bonne. Par contre, les canons armés de mitrailles, ils tirent en direction des guerriers amérindiens. Les premières salves d'ajustement ne font pratiquement pas de dégâts, contrairement aux suivantes qui commencent à déchiqueter les hommes par dizaines. Il reste 100 mètres à parcourir pour atteindre les Espagnols. Les Timucua courent désespérément, les flèches sont tirées, les javelots lancés. La mitraille a massacré ou estropié la moitié des hommes et c'est maintenant à 50 mètres que les arquebuses commencent à ouvrir le feu. Les derniers combattants tombent comme des mouches. L'efficacité redoutable des Espagnols empêche tout combat au corps à corps ce jour-là. Certains guerriers paniquent et tentent de fuir, mais la cavalerie légère les rattrape et les achève. La terre est gorgée de sang, les Espagnols n'ont perdu que très peu d'hommes, contrairement à la coalition Timucua, éradiquée. Le reste de l'histoire est encore plus tragique. Malgré les lois espagnoles, le servage s'avère plus être une forme d'esclavage. Les tribus éclatent, disparaissent, les hommes et femmes fuient, meurent, travaillent ou sont déportés. Le système d'encomienda prévoit de sévères représailles en cas de révolte d'autochtones, incluant torture et mise à mort. Rapidement, les Timucua ne sont plus. Seulement 250 ans après le contact avec Hernando de Soto, sur les 200 000 à 900 000 Timucua, 150 000 selon les sources, il n'en reste plus suffisamment pour parler d'un peuple. À peine une centaine qui s'intégreront au groupe des Séminoles à partir du XVIIIe siècle. Avec les Timucua, on passe littéralement du rêve au cauchemar, à cause de 2 invasions espagnoles et françaises
qui ont des répercussions apocalyptiques sur cette nation. C'est la fin de la vidéo, j'espère que tu auras appris des choses et que j'aurai un petit peu réussi à te faire aimer cette culture méconnue des Timucua. Est-ce que mon travail vaut un pouce bleu? Ça, c'est à toi de décider. En tout cas, si tu veux plus de contenu sur les clans et les tribus, c'est des petits groupes d'hommes et de femmes qui réalisent des choses incroyables. Alors abonne-toi pour ne rien louper. En attendant, moi je te dis à la prochaine. Ciao! Why